Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie, avec curiosité, lucidité, responsabilité et authenticité. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse de ma vie. Je suis aussi coach et j'accompagne les personnes ambitieuses et engagées qui réussissent dans la vie et qui ont surtout à cœur de réussir leur vie. Je les accompagne à se créer une vie sur mesure, une vie qui leur va comme un gant, une vie épanouissante et impactante en profondeur. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et avec Avez-vous choisi, je vous propose d'explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers 3 formats. Le billet, où je partage des questionnements, réflexions et ressources qui m'aident à choisir ma vie. L'éclairage, où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué dans un projet ou une situation et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour débroussailler tout ça. Et enfin la conversation, au cours de laquelle je vous propose de faire la connaissance d'une personne dont je trouve la trajectoire de vie inspirante et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son précieux supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire de vos choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Alexia Sena. Alexia est rédactrice, auteure, amoureuse de l'écriture dans tous ses états et podcasteuse. Elle met en mots et partage des histoires, celles des autres et la sienne, avec clarté, simplicité et beaucoup de style. Alexia est française et camerounaise. Elle est née à Paris de parents camerounais et elle est partie vivre au Cameroun à l'âge de 5 ans. Elle y vit 10 ans avant de revenir seule en France à 15 ans pour ses études. Et à ce moment charnière de l'adolescence où nous avons tant envie et tant besoin d'être comme ces autres qui nous entourent, Alexia se coupe de ses racines camerounaises parce que c'est plus simple de s'intégrer en tentant de ressembler aux autres. En 2017, Alexia part pour 1 an au Cameroun avec son mari et leurs 2 jeunes enfants. Et là, le choc est violent pour elle. Au Cameroun, elle ressemble à une Camerounaise, bien sûr, et elle arrive avec ses souvenirs du Cameroun de son enfance. Mais elle n'a pas ou elle n'a plus les codes de la culture camerounaise et tout la renvoie sans cesse à sa francité. Aux prises avec un méli-mélo d'émotions contradictoires et fluctuantes lors de cette année au Cameroun et à son retour en France, Alexia choisit de questionner d'autres personnes multiculturelles pour comprendre comment elle se dépatouille avec tout ça. En 2020, Alexia crée Joyeux Bazar, le podcast de la double culture, dans lequel elle converse avec des personnes multiculturelles qui y racontent leur histoire singulière et la complexité de leur vécu multiculturel. Alors, ma rencontre avec Alexia est assez récente, elle remonte seulement à quelques mois, et en même temps, elle fait partie de ces rencontres qui ont le goût de l'évidence. Nos premiers échanges ont immédiatement fait naître un intérêt sincère et mutuel pour nos univers et nos podcasts respectifs. On a rapidement mis en lumière notre goût commun pour les mots, pour les conversations profondes, pour les histoires de vie, les parcours singuliers et multiples qui ne rentrent pas vraiment dans les cases ou alors qui en créent des nouvelles, ou encore pour la question de l'identité, du chemin vers soi et pour la pluralité des possibles qui vivent en chacun de nous. Alexia et moi, nous partageons un parcours un peu 1000 vies en une, composé de longues études, d'une première vie professionnelle en entreprise où nous avons fait carrière, comme on dit, et que nous avons l'une et l'autre adoré, puis d'un choix d'exprimer plus largement notre singularité, notre créativité, ainsi que la multiplicité de nos projets et de nos centres d'intérêt en embrassant l'entrepreneuriat. Je suis passionnée par l'interculturalité que j'ai étudiée et que j'ai accompagnée dans ma première vie professionnelle et je suis très sensible à la démarche d'Alexia de mise en valeur des identités multiculturelles à travers son podcast Joyeux Bazar. Le message que porte Alexia à travers son podcast Joyeux Bazar est important, plus que jamais important. J'aime qu'elle y crée un espace-temps
qui invite l'expression de la complexité des singularités et qui favorise la rencontre en profondeur, la rencontre de soi, la rencontre de l'autre, au milieu d'un monde qui va très vite et qui aime les cases et les raccourcis. C'est donc très naturellement que j'ai proposé à Alexia de participer à une conversation Avez-vous choisi pour faire résonner nos deux sujets de prédilection, le choix et la pluralité culturelle, à partir de l'évocation de son parcours singulier. Au cours de notre conversation, Alexia et moi parlons entre autres de la relation complexe et mouvante qu'Alexia entretient avec le choix et sa double culture, de cette année au Cameroun qui l'a bouleversée et qui a quelque part rebattu les cartes de son questionnement identitaire, de quête de soi, d'identité et de l'océan de possibilités que représente une personne, de maternité et de transmission, de rupture et de suradaptation, d'acceptation, de réinvention, d'entre-deux, de carrefour, de trait d'union, ou encore de mine-check, de cheveux et de joyeux bazar. Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alexia. Bonjour Oriane. Bienvenue dans Avez-vous choisi. Je suis ravie de t'accueillir. Vraiment, ça fait un moment qu'on essaye de se parler et là, ça y est, on y arrive enfin. Donc, je suis vraiment très heureuse qu'on ait l'occasion aujourd'hui de parler du choix et de parler d'identité multiculturelle. Pareil ici, très contente. Je crois que le choix, on en avait déjà parlé lors d'une toute première conversation, quand on avait fait connaissance. Et puis, les identités plurielles, c'est un peu mon dada. Donc, ravie de cette conversation. Pourquoi je parle d'identité multiculturelle et de double culture notamment? Tu es la créatrice du podcast Joyeux Bazar. Tu as un parcours qui est comme le mien, non linéaire. Et puis, ta double culture franco-camerounaise, ça fait partie bien évidemment de qui tu es et aussi de tous les questionnements qui ont envahi ta vie depuis quelques années et qui ont pris forme sous d'abord un blog et puis aujourd'hui un podcast. Et j'ai eu très envie de parler avec toi de tous ces sujets-là, notamment sous l'angle du choix, parce que je trouve que à la fois tu incarnes et puis tu explores justement la multiplicité et la complexité de cette question de l'identité. Qui suis-je? Ce fameux qui suis-je qu'on se pose toutes et tous. Très bien. Donc pour commencer, j'ai déjà envie de savoir quelle est la relation que tu entretiens avec le choix. Le choix et moi, on a une relation compliquée. On a une relation compliquée parce que non, elle est pas compliquée. Elle est complexe et elle est changeante, tout simplement. Sur certains sujets, je n'aime pas choisir. Je n'aime pas l'idée de choisir. Cette fameuse phrase choisir c'est renoncer, que globalement je trouve pas forcément très vraie, mais que je me dis quand même assez souvent. J'aime pas l'idée de devoir faire un choix et d'abandonner des choses, mais ça c'est la question de la curiosité en fait. Je me demande toujours ce que je loupe. En revanche, il y a des situations dans lesquelles je sais exactement ce que je rate, je sais que je ne rate rien, et là le choix se fait assez facilement. Mais sur le plan typiquement des activités professionnelles, eh bien, je mène plein de projets de front et j'en ai laissé quelques-uns au frigo, bien au frais, qui m'attendent, que j'ai l'intention de reprendre quelques projets, mais j'en mène plusieurs de front parce que j'ai du mal à choisir et à me dire qu'il y a des choses que je ne découvrirai pas. Autour de cette question à la fois du choix et puis de l'identité, justement, il y a une question avec laquelle tu conclus la conversation avec chacun de tes invités, des invités de ton podcast Joyeux Bazar, qui est la question « Qui es-tu devenu ?» Et moi, je suis curieuse de savoir comment tu as choisi cette question en particulier et pourquoi tu la poses à chacun de tes invités. Sans surprise, je pense, j'ai choisi cette question, enfin elle m'est venue, elle s'est imposée parce que j'ai lancé le podcast dans une forme de quête et j'étais curieuse de savoir qui moi-même j'allais devenir au fil de ces rencontres en fait. Voilà, à partir du moment où j'étais dans l'idée que l'identité n'est pas figée, qu'elle est non seulement multiple mais vivante, qu'elle évolue,
eh bien, on est tout le temps en devenir, en fait. Donc, on peut se demander ce qu'on est devenu. On va partir d'un point de départ quelconque, l'enfance, un livre qu'on a lu, des rencontres qu'on a faites. Et puis, on peut se demander aussi qui on pense encore qu'on va devenir. Donc, oui, je formule la question comme ça parce qu'au bout de notre conversation, au fil de la conversation, en général, les invités m'ont raconté un parcours. Ils m'ont souvent raconté, pas un instant T, mais une quête, des questionnements, des découvertes, des moments forts. Et donc, il y a une histoire qui s'est déroulée. Et je trouve ça intéressant. Oui, c'est une façon de renfermer, d'emballer, de conclure tout ce propos, que de leur demander effectivement qui tout ce parcours de vie les a fait devenir. Et après, j'ai des réponses extrêmement diverses. Il y a des gens qui me disent je suis devenue ça. Il y a des gens qui me disent je ne sais pas du tout qui je suis devenue. Il y a tous ceux qui me disent ça bouge encore. Je ne sais pas très bien. C'est intéressant. Et alors, pour ta part, quand on dit bonjour, Alexia Sena, qui êtes-vous? Comment est-ce que tu choisis de te présenter aujourd'hui? Sur un qui êtes-vous large, comme ça, je suis Alexia. Et puis j'attends de voir. En fait, c'est très, ce qui est très compliqué avec cette question, c'est comme quand on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie ou d'où tu viens, tiens. C'est que tu n'en sais pas assez sur la personne en face de toi, sur ce qu'elle attend, pour faire une réponse. Donc tu balances quelque chose, mais qui est un peu hors sol. Et c'est pour ça que tous les bons commerciaux disent qu'il faut faire parler le client avant de se présenter. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de répondre à cette question quand tu discutes avec quelqu'un depuis un quart d'heure et que tu sais à peu près par quel bout le prendre. Moi, je suis toujours très stressée. Qui es-tu d'où viens-tu que fais-tu dans la vie? C'est des questions qui me stressent beaucoup parce que tout de suite, je vois une espèce d'océan de possibilités, de manières de me présenter et comme j'aime pas choisir et qu'en même temps, je peux pas les développer les unes après les autres. Donc, je commence par quelque chose de très court. Oui, je dirais, je suis Alexia, je vis en région parisienne, et toi? Et en fonction de ce que tu me dis, je rajoute des choses ou pas. Mais oui, c'est tellement plus. Et là, je fais écho au dernier épisode de Joyeux Bazar, parce que mon invité parle de ça. Elle dit tous ces gens qui nous coupent la parole pour nous demander ah, mais tu viens d'où? Parce que c'est marrant, tu as un accent étrange. Bon, un accent charmant, comme elle dit, ou peu importe, mais elle dit rassurez-vous, on va y venir naturellement à un moment dans la conversation. On va y venir. C'est tellement important pour nous, c'est tellement ancré en nous qu'à un moment, de façon tout à fait naturelle, on va vous raconter l'histoire de cet accent, de cette peau, de ses yeux, de ses cheveux, de cette façon de voir le monde. Donc ne soyez pas pressés. Euh, oui, je pense que c'est plus intéressant de se dévoiler au fur et à mesure. De laisser un peu de mystère au fur et à mesure qui se dévoile. Oui, alors c'est même pas tellement le mystère. Enfin, en tant que, comment dire, si je me mets dans les chaussures de la personne qui pose la question, moi je trouve ça intéressant d'avoir des mystères, effectivement, hein. De peler, tu sais, par petites touches. Mais en tant que personne qui répond, c'est surtout que ça ancre en fait la réponse dans quelque chose de plus naturel, spontané, de plus humain. Ce qui résonne pour moi là, c'est le premier épisode que tu as fait de Joyeux Bazar où tu expliques en fait un peu à la fois toi tes questionnements et puis la genèse même de Joyeux Bazar. Et ce que j'entends, moi, c'est combien, tu le dis à travers ton podcast et dans les interviews que tu fais, mais aussi à travers le blog que tu as tenu en 2009-2010, la difficulté que tu as pu ressentir et qui revient, j'imagine aussi, parce que c'est comme tu l'as dit, tout ça c'est mouvant et c'est organique, donc c'est jamais définitif. Cette difficulté que tu peux ressentir ou que tu as pu ressentir à te positionner, à te débrouiller finalement de cette double culture et de toutes les émotions contradictoires et que tu dis contradictoires et fluctuantes, hein, justement, qui peuvent te traverser. Tout ça, ça fait qui tu es et puis ce qui te traverse aussi et qui t'a donné envie d'aller à l'écoute et à la rencontre d'histoires singulières qui parlent de tout ça. Et moi, ce que je trouve très beau là-dedans, c'est combien, en fait, pour moi, le cadeau que tu nous fais en parlant clairement de double culture et en tendant le micro à des personnes qui vivent cette double culture, qui est visible pour tout un chacun, c'est combien ça nous invite aussi, pour les personnes qui ne vivent pas officiellement de double culture, d'aller questionner justement cette question de l'identité. Même si on a, par exemple, moi c'est mon cas, deux parents français, donc de la même culture, malgré tout,
derrière la question de l'identité, il y a cette question de oui, mais je viens quand même de deux familles différentes, j'ai grandi dans une ville, j'ai grandi dans un environnement, dans une culture, dans une société qui est faite elle-même de contradictions, de fluctuations. Bien sûr. Et voilà, et je trouve que, et ça, je te remercie pour ça, parce que je trouve que la double culture, elle est visible et elle peut questionner justement dans les questions quand on rencontre quelqu'un, tu viens d'où, tu es qui, etc. Et en fait, toutes ces questions-là, elles sont aussi valables pour des personnes qui, a priori, ont une culture beaucoup plus simple sur le papier. Oui, oui, je pense c'est intéressant que tu soulèves ça. Je pense qu'il y a des choses qui sont en relief chez les personnes qui ont une double culture, mais qui en fait existent, enfin sont des choses universelles qui existent partout. Elles sont peut-être plus prononcées chez nous ou plus visibles, ou peut-être que nous en faisons plus grand cas qu'il ne devrait d'ailleurs, qu'il ne faudrait d'ailleurs peut-être, ou alors les autres en font plus grand cas. Mais en soi, les questions, les marottes, pas seulement de moi, mais de mes invités, que sont la transmission de la langue, la transmission des traditions familiales, euh, effectivement la double culture au sens double culture familiale, parce que d'un côté et de l'autre, on ne vit pas de la même manière. La question du regard de l'autre, la question des cases, quand on est à cheval sur deux cases et que les autres ont un peu de mal à comprendre, en fait, c'est des choses qui arrivent à tout le monde, en tout cas pas seulement aux personnes un peu bigarrées euh, comme moi. Et ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu soulignes, c'est que, tu sais, on en avait parlé, j'ai fait ce choix dans Joyeux Bazar de recevoir des invités qui viennent de toutes les régions du monde et de ne pas me focaliser sur la culture franco quelque chose ou afro quelque chose. Et j'ai fait ce pari parce que je pensais qu'il y aurait des traits d'union possibles de toute façon et que le fait en soi d'avoir une double culture voilà, est un lien puissant en fait, ce qui fait que une franco-allemande va écouter le témoignage du franco-serbe et va s'y reconnaître, et moi aussi, et là, Mélie qui est franco-libanaise et britannique, il y a plein de choses dans ce qu'elle dit qui résonnent chez moi. Et en fait, ce que tu dis, c'est que tu élargis encore le cercle. Merci pour ça, en disant finalement, même quand on n'a pas une double culture et d'où qu'on vienne, il y a des, il y a des questionnements en fait qu'on va retrouver, qu'on va reconnaître. La question qui es-tu, d'où viens-tu, ah tiens c'est marrant, je ne t'aurais pas vu comme ça, ou je suis étonnée que tu aies cette tête-là, ou cet accent-là, ou ce parcours-là. C'est des choses que tout le monde croise en fait. Et j'ai presque envie de dire, mais c'est peut-être aller un peu loin, que la double culture est un bon prétexte pour parler de tout ça de manière visible et compréhensible pour tout le monde, parce que c'est sur des personnes chez qui c'est plus évident. Mais finalement, ces questionnements-là existent pour tout le monde. Ouais. Oui, complètement. Et justement, dans quelle mesure, parce que tu décris l'expérience de la double culture comme une expérience qui est complexe, parfois violente, à la fois même en termes d'émotions, de ressentis, notamment et de positionnement. Dans quelle mesure tu dirais que l'expérience de la double culture, c'est une bonne école justement pour apprendre à choisir en conscience, c'est-à-dire justement à s'extraire des évidences et des choix par défaut qu'on peut retrouver un peu plus facilement dans des profils comme le mien, c'est-à-dire d'une personne qui, a priori, a un CV identitaire assez simple. Je mets bien sûr des guillemets là-dedans. Je ne sais pas si on apprend à choisir ou à ne pas choisir, mais en tout cas, j'entends ce que tu dis sur le fait de peut-être d'avoir une conscience un peu plus aiguisée des mécanismes à l'œuvre euh, oui, et des choix à faire pour se construire. Euh, après, c'est marrant parce que j'ai des invités aussi qui me disent, notamment au moment de l'adolescence, justement, où tu as envie de ressembler aux autres, qui me disent, bah, moi, j'enviais tous ces gens qui avaient deux parents qui venaient du même coin, qui avaient la culture du lieu dans lequel ils vivaient et qui donc ne se posaient pas de questions. Donc il y a aussi des moments où on préférerait ne pas avoir à choisir, ne pas avoir à se poser la question. Et voilà, le pilote automatique, il a quand même ses... On sait en tout cas pourquoi il est attirant. On connaît ses limites, mais on sait pourquoi il est attirant. Euh, mais pour répondre à ta question, oui, c'est sûr que tu te poses plus de questions, donc tu es parfaitement, enfin, c'est ça, tu es pleinement présent à la construction de ton identité. Tu vois bien que
On ne parle pas les mêmes langues chez toi que chez les copains, qu'on en parle peut-être plus. Tu vois bien que c'est pas les mêmes repas. Tu vois bien qu'il y a une histoire familiale qui se joue sur plusieurs continents, qui est au croisement de l'histoire avec un grand H parfois, mais qui n'est pas exactement ce qu'on t'enseigne à l'école non plus. Donc, pour faire le lien avec, avec ta question du choix, tu passes ta vie à... Tu avances de carrefour en carrefour. En fait. Chaque fois que tu passes un carrefour, tu te dis, ah, quelle route je prends? Tu es super fier parce que tu en as choisi une. Dans le carrefour suivant, la question se pose à nouveau. Et donc, oui, d'un carrefour à l'autre, parfois tu fais un choix, parfois pas. Euh, mais en tout cas, tu es oui, très présent à la manière dont tu te construis et à la personne que tu deviens, c'est sûr. Enfin, je crois. Je n'ai pas envie de généraliser non plus, mais je pense que même quand tu décides de t'extraire, parce que c'est une question que je pose aussi parfois à mes invités, je leur demande est-ce que vous avez réussi à vous extraire à la fois de l'histoire familiale et puis de l'histoire avec un grand H, et arriver à vous construire en tant qu'individu et pas seulement en tant que euh, produit d'une histoire qui vous dépasse. Même ceux qui ont fait ce choix-là pendant un temps, ça reste un choix conscient et je pense à Serge qui est franco-serbe et qui me disait que quand il y a eu la guerre des Balkans et que la France, pas la France directement, mais l'OTAN s'est mis à bombarder Belgrade où il avait sa famille, qu'il appelle son oncle et qu'il entend les tirs d'obus, il me dit j'ai fermé les écoutilles. Je reprends vraiment son expression, j'ai fermé les écoutilles pour me protéger en fait d'un point de vue émotionnel. Mais je suis pas sûre qu'il se soit beaucoup protégé. Enfin, voilà, il était tout à fait conscient qu'il essayait de mettre de la distance entre quelque chose et lui. Donc, à partir du moment où il est conscient, il ressent forcément quelque chose. Donc, oui, oui, je pense qu'il y a une forme d'acuité émotionnelle par rapport à la construction identitaire. Et une acuité par rapport au nombre de choix qu'on fait finalement tout le temps. Et c'est juste qu'effectivement, je pense que la double culture ou l'identité plurielle, elle met en exergue, elle met en lumière justement ces nombreux carrefours auxquels on est très régulièrement confronté et qui sont plus des choix qui sont faits par défaut sur probablement, en tout cas, des identités qui semblent, en tout cas de l'extérieur, plus simples, où il y a moins de, comme tu disais, d'évidence flagrante à devoir faire des choix, à se positionner régulièrement. Et en 2017, toi, tu as fait le choix d'aller vivre en famille au Cameroun. Donc, toi, tu es né à Paris, tu as vécu donc à Paris, en France, jusqu'à tes 5 ans, puis tu es parti au Cameroun jusqu'à tes 15 ans, où tu es revenu en France pour tes études. Et ensuite, tu es resté en France jusqu'en 2017, c'est ça? Oui, c'est ça, et ça me fait un bien fou que quelqu'un d'autre le dise et que ce soit pas moi. C'est absolument génial. Je t'écoutais, je me disais, ah, mais c'est trop bien. Je vais pas avoir à répéter jusqu'à 50. Et merci. Je suis super contente. Donc, c'est exactement ça. Et donc, en 2017, par contre, tu fais ce choix Ouais, et en en famille 2017, de exactement. partir. Alors, c'était c'était un choix de partir un an. Donc, c'était vraiment une année. Alors, c'est toujours et plus si affinité, bien sûr, mais c'était un an. Et alors, c'était un choix de mon cerveau pour des raisons purement, à la base, je vais dire professionnelles, mais en tout cas qui n'avaient rien à voir d'un point de vue conscient avec une quête d'identité. On s'était dit, moi, je venais de quitter mon boulot en finance, on venait d'avoir, enfin, au moment où on faisait le projet, on allait avoir un deuxième enfant. On s'est dit, bah voilà, c'est peut-être le moment de faire une pause. Mon mari a une double vie d'artiste qui se passe en partie au Cameroun, donc ça l'arrangeait aussi d'y passer un certain temps pour voilà, être dans l'écosystème. Donc on n'avait que des raisons voilà, comme ça. Et c'est vraiment à 2 ou 3 mois du départ que j'ai pris conscience que ce voyage-là, d'ailleurs, je n'étais pas du tout moteur pour cette destination. Lui disait, bah tiens, le Cameroun, c'est pas mal, puis il y a ta famille, puis moi, il y a ma musique. Je disais, mais pourquoi le Cameroun? C'est bon, je connais. Pourquoi on n'irait pas à Barcelone, on apprendrait l'espagnol, enfin, ça me paraissait beaucoup plus... Et c'est donc, oui, 2, 3 mois avant le départ que j'ai réalisé qu'il y avait, de manière inconsciente, aussi un besoin de retour aux sources et que ce voyage, ce séjour allait, en tout cas j'espérais que ce séjour comble cette attente-là. Et je pense que
ce besoin, il était là depuis très longtemps, mais je ne me l'étais pas formulé comme ça. Et c'était quoi ce besoin justement et cette attente? Ça a pris quelle forme une fois sur place? Le besoin, en fait, le questionnement qui est aussi qui est aussi aux sources de Joyeux Bazar, c'est la transmission. Ensuite, on déroule le fil et puis il y a plein de petits fils qui s'échappent. Mais le point de départ, c'était ça. C'est le point de départ. Les toutes premières questions dont je me souviens sur ce sujet-là, c'est au moment où j'étais enceinte de ma fille, d'avoir 8 ans. Et je me disais, mon Dieu, je vais avoir un enfant et je ne sais pas ce que je vais lui transmettre. Euh, Cet enfant aura probablement une bonne dose de mélanine, aura probablement des cheveux un peu plus crépus que son père. Mais à part ça, je ne sais pas du tout. Quand elle va me poser des questions sur le Cameroun, j'avais pris tellement de distance avec le Cameroun, je m'en étais tellement éloignée dans mon quotidien. J'avais cette impression d'être, j'allais dire, une fausse camerounaise, mais tu sais, d'avoir les caractéristiques physiques, une espèce de passing à l'envers, enfin, d'avoir des caractéristiques physiques qui ne correspondent pas du tout à mon expérience. Et en même temps, c'est pas tout à fait ça, parce que je peux pas dire que j'ai une tête de camerounaise, mais que je ne le sois pas. Je suis intimement liée à ce pays-là. Donc, c'était cette espèce d'entre-deux où c'est chez moi, c'est important pour moi, et en même temps, je me suis coupée, j'ai plus les codes, je suis un peu perdue, et donc, je peux pas transmettre. Euh, Ça, c'est quelque chose qui me travaillait beaucoup, bon, que j'ai refoulé, voilà, qui s'est estompé pour mieux revenir plus tard. Mais en tout cas, à ce moment-là, fameux 2, 3 mois avant de partir, je pense que c'est ça qui est revenu. De se dire, bah, tiens, ça va peut-être, ce voyage, il va peut-être servir à ça, à se reconnecter avec ce pays dont je me suis éloignée avec le temps, et donc à pouvoir transmettre à mes enfants. Donc là, ma fille était grande, elle avait 4 ans, et puis on est parti avec un fils qui avait 5 mois. Euh, donc oui, je me suis rendu compte que je plaçais ces espoirs-là dans le voyage. Et ça a été quoi pour toi le principal apprentissage de cette année, puisque vous avez fait 1 an au Cameroun et vous êtes revenu ensuite en France en famille? Qu'est-ce que ça a rendu possible pour toi, alors sur place, mais aussi de retour en France? Euh, la formulation de ta question est très intéressante parce que je vois surtout ce qui ne s'est pas passé, ce qui n'a pas été possible malgré ma bonne volonté. Bah, ce qui a été possible, probablement, c'est une compréhension encore plus fine des mécanismes qui étaient à l'œuvre. Ce qui a été possible, c'est Joyeux Bazar, clairement. Je pense pas que j'aurais lancé ce projet s'il n'y avait pas eu l'étape Cameroun, parce que les questionnements seraient peut-être revenus, mais le Cameroun, pour ça, a été fondamental. Ce sentiment d'entre-deux, il a fallu que j'y aille pour me rendre compte à quel point, au-delà de mes bonnes intentions, au-delà de mon histoire forte et de mes souvenirs d'enfance, à quel point j'étais loin du compte pour pouvoir transmettre, que je n'avais plus aucun code, que les gens là-bas me faisaient clairement comprendre que j'étais étrangère. Alors, ce n'était pas du tout méchant, mais en tout cas, d'ailleurs, ils étaient tout aussi surpris que moi, c'est-à-dire que quand ils me voyaient, ils se disaient, ah bah voilà, ça c'est notre sœur, elle comprend. Puis au bout d'un quart d'heure qu'ils me parlaient, ils se rendaient compte que j'avais rien compris, j'étais à côté de la plaque, moi je me rendais compte aussi. Et donc, ce sentiment de se dire, mais comment je me dépatouille avec tout ça, quoi? Comment je me débrouille avec le fait que c'est chez moi, mais c'est plus chez moi, que j'aimerais que ce soit aussi chez mes enfants, qu'ils se sentent chez eux. Euh, Comment je vis le fait que quand je rentre en France, je me dis, ouf, enfin un endroit où je comprends ce que les gens me disent et ce qu'ils ne disent pas. Euh, Est-ce que c'est normal de penser ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est handicapant? Est-ce que je me... Comment est-ce que je me... J'essaye de me convaincre de quelque chose alors que c'est faux. Toutes ces questions-là, elles n'auraient pas surgi avec autant de clarté, autant de force s'il n'y avait pas eu cette année au Cameroun. Et puis, je pense que je ne les aurais pas accueillis non plus. Là, je les ai accueillis parce que voilà, il y a eu 1 an, j'y suis restée 13 mois, j'ai eu l'occasion de me rendre compte donc de ce qui était possible, de ce qui ne l'était plus, qui l'était peut-être encore, mais ça demandait un effort que peut-être j'étais pas prête à faire. Donc toute cette prise de conscience, voilà, a fait que j'ai accueilli les choses comme elles étaient. Je suis arrivée, je me suis rentrée ici, je me suis dit bon ben voilà, t'es un peu d'ici, un peu de là-bas, avec des équilibres très 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 fluctuants.
dans la même journée, en fonction de qui te parle, en fonction du sujet de conversation, en fonction. Et ça n'est ni bien ni mauvais, c'est comme ça, et il va falloir conjuguer avec ça. Donc c'est peut-être une conclusion à laquelle je serais arrivée quand même, mais je pense pas à ce moment-là, et pas avec les mêmes forces et pas avec la même paix non plus, s'il n'y avait pas eu cette année-là. Et le fait que Joyeux Bazar s'appelle Joyeux Bazar, et que dans le même épisode, on puisse se parler de choses très sérieuses, très graves, éclater de rire. J'ai des invités parfois qui sont voilà, à la limite des larmes parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Mais on garde ce ton léger parce que la vie est comme ça, en fait. C'est-à-dire que, parce que l'expérience multiculturelle, c'est ça. C'est ni le trésor magnifique qu'on nous dépeint souvent, le paradis, ni l'enfer pavé de discrimination, de violence. Non, c'est parfois l'un, parfois l'autre, et la plupart du temps, ni l'un ni l'autre, en fait. Donc, et tout ça, je pense que je l'ai compris parce que je l'avais très, très, très fortement vécu pendant cette année au Cameroun. Ce que j'entends, c'est effectivement l'acceptation de ce qui est et le pouvoir de l'acceptation, c'est-à-dire qu'en gros, tu reviens en France, rien n'a changé, mais tout a changé quelque part. Et j'entends l'effet un peu catalyseur à la fois de la maternité et de cette année au Cameroun, qui, comme tu le dis, peut-être que tu serais arrivé à la même conclusion à un autre moment, autrement. Mais là, il y a eu un effet vraiment qui a révélé la puissance de bon bah ok. En fait, ce que j'entends quelque part, c'est je vais pas attendre d'y voir plus clair et d'être sûr de pouvoir donner une vision plus claire de qui je suis avant de pouvoir avancer et de poser les choses les unes après les autres. Quelque part, voilà, j'accepte le chaos, le bruit et la fureur du monde et de mon monde. C'est exactement ça, c'est j'accepte le chaos et voilà, d'où le mot bazar, mais il y avait vraiment cette idée parce que sinon les options c'était quoi? C'était de choisir, de dire j'arrive pas à faire cohabiter les deux identités comme je voudrais, donc j'en choisis une. Pour avoir déjà un peu fait ça, je sais que ça ne fonctionne pas. Sinon, ça aurait été d'essayer de contrôler, ce qui est différent de choisir, mais assez proche. De contrôler, c'est-à-dire de leur assigner, d'assigner à chacune des cultures une place, figée en disant, voilà, vous restez là, les filles, et vous bougez plus. Bon, sortant des 13 mois que je venais de passer, je voyais bien que ça ne marchait pas. Ça ne marchait absolument pas. J'ai vécu pendant un an avec deux accents que je contrôlais pas forcément, des gens qui arrivaient pas à me mettre dans des cases parce qu'ils me voyaient, ils disaient ok, elle est camerounaise, elle est mariée à un blanc, elle doit être expatriée, puis se rendaient compte que non, en fait, on n'avait pas du tout un statut d'expatrié, mais du coup, tu fais quoi dans la vie, c'était pas clair non plus pour moi. J'avais des souvenirs très très précis, la personne se disait ok, elle est camerounaise clairement, et puis sur d'autres choses, j'étais complètement larguée. Enfin, donc les places assignées comme ça, les identités assignées à résidence, ça marchait pas. Ça marchait pas. Donc finalement, l'acceptation de cette pluralité, à tel ou tel moment, en fonction de la situation, en fonction de la personne, je suis plus ou moins ceci, je suis plus ou moins dans une identité très limpide ou à l'inverse, dans un méli-mélo beaucoup plus complexe, y compris dans les émotions que ça peut générer. Ça, je sens combien effectivement, et c'est ce que je trouve joli dans ton titre de podcast, Joyeux Bazar, on sent ça en fait, de dire, bon bah écoute, c'est comme ça, hein, c'est comme... On a des invités, on va arrêter de vouloir absolument tout ranger tout le temps. C'est comme ça, c'est le bazar, mais on va rendre ça joyeux le plus possible. Oui. Il y a clairement cette intention. Et j'ai lu une phrase dans un de tes billets de ton blog que j'ai trouvé très, très belle. Si je comprends bien, c'est des billets que tu as écrits après justement l'année au Cameroun. Et tu dis « Française et fière de l'être, je suis aussi à jamais une fille de là-bas ». Est-ce que c'est une phrase qui résume voilà, ce que tu te sens être la plupart du temps? Alors, ce blog est défunt depuis très longtemps, donc tu as fait un peu d'archéologie, je pense, pour retrouver les billets. Et non, en fait, c'est le blog, je l'ai tenu un an, en fait, de 2009 à 2010. Donc, en fait, cette phrase, elle a été écrite, je pense, en 2009. C'est un billet de blog que tu as retrouvé sur mon site, c'est ça? Oui, tout à fait. Ah oui, donc je pense que c'est le premier texte. Ouais, c'était il y a 10 ans. C'était le tout premier texte. Et alors, tu vas rire, mais je me suis rendu compte seulement l'année dernière, peut-être en préparant Joyeux Bazar, je sais pas,
je me suis rendu compte que ce blog, je l'avais commencé l'année où je suis devenue française. Et voilà, je pense que c'est absolument pas un hasard que du jour au lendemain, j'ai décidé de faire un blog qui parlait d'identité multiculturelle déjà à l'époque. Je Mmh. pense que ça a été quelque chose de fondateur sur... ça a matérialisé en fait la dualité et probablement aussi la crainte de perdre quelque chose que bon, je pense que j'avais déjà perdu. Hein. Je m'étais déjà éloignée pas mal du Cameroun à ce moment-là, mais je pense que ça matérialisait d'autant plus que il faut savoir quand la nationalité camerounaise ne cohabite pas avec d'autres nationalités. Donc quand on devient français par exemple, on cesse d'être camerounais. Moi j'ai plus de passeport camerounais et pour aller au Cameroun il me faut un visa. Ce qui est un sujet extrêmement douloureux pour moi. Et je crois que voilà, la naissance du blog, c'était lié à, je gagne un nouveau passeport, mais j'en perds un en fait. Je gagne une nouvelle identité qui est en accord avec ma vie quotidienne, avec mes projets d'avenir, etc. Mais je sens que je perds un truc. Et donc, oui, il y avait déjà cette phrase-là, et je crois que j'avais très, très, très envie d'y croire. Je pense que comme je voyais une partie du sol se dérober sous mes pieds, j'avais besoin de penser, d'écrire, d'ancrer le fait qu'effectivement, je suis d'ici, mais j'ai quand même été enfantée par le continent qui est sur l'autre rive là-bas. Je crois que c'était important pour moi de le souligner. Et finalement, les billets et puis après, maintenant, le podcast, c'est une manière aussi de créer ce trait d'union Oui. entre tes deux nationalités de manière très jolie et créative. Et justement, cette question de la dimension culturelle du choix, elle m'intéresse aussi beaucoup. Et je suis curieuse de savoir ce que moi, l'interculturalité, c'est un domaine qui me passionne depuis très longtemps. Mais je suis curieuse de ton vécu, de ton expérience depuis ta fenêtre. Est-ce que tu t'es vu, peut-être notamment dans cette année au Cameroun, est-ce que tu t'es vu choisir différemment selon ton contexte, selon que tu te sentes à un moment donné dans une situation ou sur un sujet particulier, plus française ou plus camerounaise? Oui, cette année-là, elle a, elle a vraiment ancré dans le quotidien une identité multiculturelle. C'est-à-dire que l'identité multiculturelle a cessé d'être quelque chose d'abstrait ou qu'on le sait par son cerveau, effectivement, je suis française et je suis camerounaise. Et là, tous les jours, en fait, elle se matérialisait effectivement par une série de choix, de choses parfois très contradictoires, tu vois, une forme de schizophrénie, tu passes d'un truc à l'autre. J'avais cette peur panique d'être envahie par la famille chez moi, donc ça c'est le côté très français. Et en même temps, je me réjouissais quand j'allais chez ma mère d'avoir tous ces gens qui débarquaient, de retrouver les ambiances de mon enfance. On avait décidé de mettre notre fille donc, dans une école camerounaise avec le système camerounais. Ça restait une école de CSP+, hein, donc tout le monde arrivait le matin avec sa belle voiture, tout ça. Et nous, on arrivait, moi je la déposais le matin, en moto-taxi. Mais parce que c'était pratique et je pense que de façon un peu cliché aussi peut-être, il y a des choses comme ça que je tenais à faire d'une certaine manière, parce que j'avais l'impression que ça me rapprochait d'une forme d'authenticité. Enfin, c'était complètement stupide, mais voilà, il y a des choses comme ça, il y a des espèces de pratiques, y compris dangereuses dans le cas du mototaxi, mais voilà, je me disais, je vis ici comme une fille de ce pays, et donc voilà, on a fait des choix très français aussi de ne pas avoir de voiture, alors que c'est des pays où quand tu peux avoir une voiture, en fait, ça te simplifie la vie d'en avoir une. Donc sur plein de choses, je voyais de façon très très concrète quelle partie de moi faisait le choix, prenait la décision. Oui, ça c'était assez clair. Mais c'était aussi, donc c'était un peu perturbant, mais c'était au global, ça a été fondateur et ça a été soulageant pour moi parce que ça m'a permis aussi d'ancrer de constater le fait que les deux identités pouvaient cohabiter de façon parfois paisible, parfois très tiraillée, un peu conflictuelle, mais voilà, les deux étaient là et pouvaient en fait cohabiter. Et ça, je pense que je l'avais pas bien compris encore, parce que la première chose que je me suis empressée de faire
en revenant en France à 15 ans, donc sans mes parents et en plus en pleine adolescence, dans un nouveau système scolaire, etc., c'est de gommer le Cameroun pour m'adapter, pour m'intégrer, comme on dit, du mieux possible. Donc, c'est pour ça que je te disais, l'option qui consiste à choisir une des cultures et effacer l'autre, j'ai déjà testé. S'il y a des personnes qui écoutent et qui sont tentées de le faire, n'y allez pas, appelez-moi avant, je vous expliquerai. J'avais déjà testé ça. Se suradapter et lâcher, mais parce que ça me paraissait trop compliqué, en fait, de gérer les deux. À ce moment-là, ça me paraissait trop compliqué, j'y arrivais pas, et donc, il y en a une que j'ai posée dans un coin en disant bouge pas, je reviens. Tu t'as coupé de manière radicale pour mieux Oui, pouvoir t'approprier les codes et que ton quotidien soit plus simple. oui, oui, que mon quotidien soit plus simple. Je me disais que c'était sinon une charge mentale voilà, inutile, compliquée. Et donc, ça a duré de longues années. Et là, cette année-là, cette année au Cameroun, elle a permis elle m'a permis de comprendre ça. Tu vois, tu me demandais tout à l'heure, est-ce que ça a rendu possible? Elle m'a permis de comprendre justement que j'étais pas obligée de choisir, tu vois, et que les deux pouvaient cohabiter, et que, oui, et en plus, que non seulement moi, je pouvais être à l'aise dans ce, dans ce, dans ce déséquilibre, à condition donc de l'accueillir, hein, comme il vient. Je pouvais être à l'aise, mais que c'était même pas forcément perturbant pour les personnes autour de moi. Alors, celles qui ne me connaissent pas, éventuellement, mais mes enfants savent que j'ai deux accents, leur père aussi, par la force des choses, a deux accents qui sortent voilà, de façon un peu incongrue, comme ça. Ils savent que, ils savent et ils sentent qu'il y a, voilà, il y a deux courants différents qui circulent dans la maison, et finalement, ça ne les perturbe absolument pas. Je me suis rendu compte que c'était pas ou c'était plus un problème. Moi, ce que j'entends, ce que tu disais, j'ai pas choisi, j'ai voulu mettre tout ensemble. Ce que j'entends, c'est, et ça, c'est probablement le fruit aussi des expérimentations et comment est-ce qu'on va de plus en plus peut-être dans la nuance, c'est que tu as fait le choix de ta singularité d'exprimer ta complexité, ta pluralité, au-delà des cases voilà, qui sont a priori plus connues, plus simples et plus évidentes pour tout un chacun. Et justement, ça m'évoque la question de concrètement au quotidien, parce que j'entends que tu as fait ce choix-là de l'acceptation et que voilà, c'est plus ou moins simple, ça frotte plus ou moins ou c'est plus ou moins fluide selon les situations, selon les jours, voire les moments de la journée. Et en même temps, concrètement, quand on s'inscrit dans une vie culturelle, c'est-à-dire dans une société qui a des codes, qui a des cadres plus connus que d'autres, comment tu parviens à résoudre cette équation de ton identité dans notre monde qui veut à la fois des identités claires et simples et qui est assez féru de raccourcis quand même, on va dire les choses comme ça, parce que c'est plus simple. Et d'autre part, avec la complexité justement de l'identité multiculturelle, avec les émotions, les situations qui sont fluctuantes, les moments de vie. Comment tu arrives concrètement au quotidien à trouver justement cet espace de juste déséquilibre que tu évoquais tout à l'heure entre je m'inscris dans un cadre, donc je suis en relation avec des personnes qui ont une notion de ce qu'est être française, par exemple, ou camerounaise, et moi, je ne rentre pas dans ce double cadre-là. Et comment est-ce que tu exprimes ta singularité malgré tout ça, ou grâce à tout ça, je ne sais pas. Euh, une des choses qui est très très importante pour moi dans Joyeux Bazar, c'est de pouvoir exprimer la complexité. Parce que la complexité, elle a besoin de temps. C'est pour ça qu'on ne l'entend pas dans les médias mainstream, c'est pour ça qu'on ne l'entend pas le temps d'une soirée quand tu demandes à quelqu'un un peu ses origines, tiens, d'où il vient, tout ça, tu n'entends pas forcément tout parce que ça demande tellement de temps pour passer dans toutes les nuances. Euh, Tu vois, rien qu'expliquer que je suis née ici, mais qu'en fait j'ai vécu là-bas suffisamment de temps pour dire que c'est chez moi, puis que je suis revenue, mais en fait là j'étais toute seule. C'est... Donc, cette complexité, en fait, je pense que Joyeux Bazar, il représente vraiment, pour mes invités bien sûr, mais même pour moi aussi, il crée cet espace-là, il crée les conditions de temps et d'écoute dont a besoin la complexité pour s'exprimer, pour s'épanouir, pour aller dans la nuance, pour corriger ce qui a été dit, pour l'affiner, etc. Après, dans le quotidien de notre monde qui va très vite et qui a besoin de raccourcis, hein, parce qu'il faut faire vite, euh,
Ce que j'apprends petit à petit, c'est un peu ce que je te disais en fait. C'est soit je fais moi aussi un raccourci. Je dis voilà, je suis française et camerounaise et je sais très bien que chacun reçoit ça comme il peut. Les gens se disent bah, ses parents doivent être camerounais et elle est née en France et donc ses parents vivent je ne sais où quelque part en France. Et peut-être qu'à ce stade-là, c'est pas très important de préciser qu'en fait non, ils sont au Cameroun, mais que oui, ma mère a fait ses études ici. À ce stade-là, voilà, c'est peut-être pas. Et donc si c'est pas important, on s'arrête là, et ça n'est pas grave. Et c'est dans la rencontre et dans l'échange ultérieur avec la personne que d'autres éléments surgiront. Et c'est très bien comme ça. Et puis, euh, et puis parfois on a plus de temps aussi, je sais pas, on sent une curiosité un peu plus bienveillante, et donc on rentre dans ce détail d'explication. J'ai envie de te dire ça dépend. C'est la grande réponse de gens qui veulent pas choisir. Mais comment je fais pour m'adapter? Non, je pense vraiment que sur la façon de se présenter, vraiment je m'adapte au contexte. Ensuite, sur la façon d'exprimer qui on est tout en nuances, en fait, si tu as, enfin, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens, qui fonctionne en tout cas pour moi, c'est que le fait d'avoir accueilli toutes ces dimensions, en fait, je n'ai plus à me poser la question, j'ai de moins en moins à me poser la question de savoir, ah mais alors, comment est-ce que j'agis, comment est-ce que je réagis, comment je suis moins tu sais, en observation et en contrôle de moi-même, en fait. Je suis, je, je, je parle, je chante, j'explique, je travaille, et puis je dégage des choses que je ne maîtrise pas forcément sur le bout des doigts, mais qui sont moi, donc ça peut pas être très très grave si c'est moi. Et après, ce que je perçois, c'est l'écho chez les autres. Qu'est-ce qui a fait écho quand j'ai parlé? Certaines personnes je sais pas, ont été. Il y a quelque chose qui a résonné chez elles et elles vont venir me poser la question. Elles vont venir me demander, elles vont s'intéresser à tel aspect, elles vont essayer de comprendre. Mais tiens, pourquoi on n'avait pas perçu ça? Mais j'ai pas compris. Les 15 ans, mais le Cameroun. Mais et à ce moment-là, on développera. Mais je pense que c'est une question que je me pose paradoxalement moins maintenant que j'embrasse les deux cultures. Je crois que je me la pose moins qu'à l'époque où j'avais fait le choix de m'accrocher à une, où j'étais tout le temps, j'étais beaucoup en contrôle et en maîtrise justement par rapport à un modèle dominant aussi, montrer que je suis dans ce modèle-là, que j'en connais les codes, que je ne ressemble surtout pas aux autres personnes là-bas de l'autre côté de la rivière, très loin. Euh, et donc oui, je pense que c'était un peu épuisant. Je dis je pense parce qu'à l'époque, comme je je m'en rendais pas forcément compte, mais donc j'ai pas de vraie réponse à comment tu fais pour cultiver une singularité ou la garder. Je crois a posteriori que le timing de ce moment, tu vois, un peu reconnexion, le Cameroun, revenir sur les questionnements, créer Joyeux Bazar et tout ça, c'est pas non plus un hasard hein, que on soit parti à un moment où je quittais aussi mon travail. Enfin, j'étais déjà dans une forme de rupture et de réinvention professionnelle. Donc là, pour le coup, c'était vraiment le bazar à tous les étages. Et du coup, t'es plus à ça près. Tu te dis, ça va juste être un bazar de plus. C'est pas grave. Je prends, je gère, je verrai. Et, et j'ajusterai en fonction de l'écho que me renvoient les personnes. Donc, il y a eu une période de vie finalement qui, professionnellement, identitairement, personnellement, a ressemblé à un gros milkshake. Tu as rebattu complètement les cartes. Et puis, tu t'es donné le temps aussi de laisser les choses un peu décanter. Moi, ce que j'entends, c'est que tu te sens moins dans la réaction de ce que les autres pourraient penser et ce que pourraient dire et ce qu'ils disent et comment je me positionne par rapport à ça. Mais j'entends que tu es davantage dans quelque chose de, comme tu disais, de voilà ce qui est. Et à partir de la rencontre, de l'espace et de l'espace-temps dont on dispose, on peut plus ou moins développer, mais en fait, la valeur intrinsèque de ma singularité, elle ne bouge pas, elle est là, elle est toujours là. Si on a envie d'en partager plus mutuellement, alors prenons le temps de le faire, allons-y. Et les réponses ne seront pas évidentes. Donc, si on veut aller dans la singularité de plus en plus, créons les conditions de la rencontre en ce qu'on est différent l'un de l'autre et donc universel, quoi.
Oui, oui, je pense que oui, c'est ça, c'est accueillir toutes les dimensions et puis voir. En fait, t'élargis le spectre, en fait, t'élargis les possibles, les espèces de possibles sur lesquels la personne en face de toi peut te rencontrer. Et puis tu vois bien si elle vient ou pas. Et je crois fondamentalement, et à nouveau, je souligne la qualité de ton podcast Joyeux Bazar, Merci. euh, combien en fait, moi c'est quelque chose euh, vraiment à laquelle je suis très sensible, c'est combien est-ce que de manière générale, on s'attend à ce que la personne face à nous soit comme nous. Mm. On cherche la ressemblance en fait dans l'autre. Et je crois que mettre en avant, mettre en lumière la pluralité des identités, la complexité de ce qu'est une identité, c'est aussi justement mettre en lumière, mettre en conscience l'altérité. Et même si on a plein de points communs de plein de manières, ce qui, moi, me touche plus, et j'ai l'impression que c'est pareil pour toi, c'est justement la dimension singulière, la spécificité de chacun, et combien plus on est spécifique, plus on est universel dans notre manière de partager en fait la notion d'identité. Oui, je suis d'accord avec toi et c'est ce que je disais hein, sur ce pari que j'ai fait d'avoir des invités finalement tous différents. Donc chacun vient avec une histoire singulière et au final il se tisse des connexions, que ce soit avec d'autres multiculturels ou avec des monoculturels, il se tisse des connexions. Euh, je trouve ça très intéressant. Cela dit, tu l'as bien dit, c'est humain de chercher des similitudes et je pense que le fait d'avoir, enfin ce parcours, hein, le fait d'avoir pendant un temps essayé de gommer tout ce qui était différent du modèle dominant chez moi, et puis cette année au Cameroun où je me suis retrouvée à la fois chez moi et pas chez moi sur la même conversation dans le même quart d'heure, me rend aussi beaucoup plus, je pense, compréhensive de ces mécanismes-là, du fait que oui, tu vas avoir une curiosité, alors qui est peut-être un peu embêtante parce qu'on te pose toujours les mêmes questions et tout, mais je comprends cette curiosité-là. Je comprends aussi les attentes, ce à quoi tu t'attends, et c'était un peu déboussolé parce qu'il n'y a pas eu le schéma que tu pensais. Mais j'ai fait la même, tu vois, j'allais voir les Camerounais en ayant plaqué sur eux quelque chose, soit que je voulais voir en eux, soit qui correspondait à l'idée du Cameroun que moi j'avais des années 90. Autant te dire que j'étais un peu décalée. Mais voilà, et du coup, je pense que je comprends ça aussi et que j'essaye de m'éloigner du manichéen. Je, Notamment dans le podcast, bien sûr, j'en ai marre qu'on me pose des questions, j'entends, on me regarde de telle façon, mais j'essaye de pousser aussi un peu les invités en disant, bah, t'es une bête de foire, moi aussi je te prends pour une bête de foire quand je t'invite dans mon podcast et tu pourrais parler de tellement d'autres choses et je te pose des questions que sur les origines de tes parents, de tes grands-parents. Donc, je joue un peu l'avocat du diable comme ça, mais parce que j'ai été de l'autre côté du miroir un peu. Pas tout à fait, mais j'ai eu voilà, un pied dans ce qu'on appelle la diversité et en même temps, je voulais tellement me fondre dans le modèle dominant que j'ai aussi eu un pied là-bas. Donc j'arrive, je crois, à comprendre les deux. Pour terminer notre échange, Alexia, je suis curieuse de savoir quel est le choix peut-être qui est en cours pour toi et qui contribue à continuer ce chemin que tu as de juste déséquilibre permanent pour exprimer ta singularité. Hmm. Le choix en cours, le choix en cours, je crois que c'est toujours plus de lâcher prise en fait, toujours plus de reconnexion à soi et moins de prise de tête sur la manière dont on va être perçu, sur ce que les gens vont penser. Je vais prendre un exemple simple parce que c'est lui qui m'est venu, c'est pour ça que je valais. Mes cheveux. L'année dernière, pendant le confinement, je me suis rendu compte que j'étais en pleine dissonance cognitive. C'est-à-dire que j'ai une fille qui a des cheveux, qui est métisse, donc qui a des cheveux bouclés, frisés, par ailleurs très volumineux, compliqués à entretenir. Et je ne sais pas faire. Je ne sais pas m'occuper de ses cheveux, mais je m'y attelle et je travaille beaucoup sur le rapport que je veux qu'elle entretienne avec ses cheveux et je ne veux pas que
Je veux pas qu'elle se sous-estime à cause de ses cheveux, qu'elle ne les aime pas, qu'elle se dise mais je préfère avoir les cheveux lisses et blonds de telle copine, qu'elle soit fière ou en tout cas contente de ses cheveux. Je me rends compte que c'est très important pour moi de cultiver ça chez elle, et je me rends compte que parallèlement à ça, moi, je me mets dans les cheveux religieusement toutes les 6 semaines un produit toxique à base de soude pour qu'ils soient lisses. Et je prends conscience de ça parce que confinement, plus de coiffeur, et je suis désespérée parce que je ne sais pas quoi faire de mes cheveux qui frisent, et je suis totalement perdue. Donc à ce moment-là, je prends conscience de ça et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? C'est complètement stupide. Et donc, je me dis, ok, en fait, on va arrêter tout ça. Au final, le sujet, pour ma fille comme pour moi, est un sujet de transmission de savoir-faire. Je ne sais pas m'occuper de mes cheveux. C'est pour ça que c'est plus simple pour moi de les lisser, et je ne sais pas m'occuper des cheveux. Mais on va apprendre. Je peux dire que j'ai passé un paquet d'heures sur YouTube, la recherche du tuto qui va bien. Mais en tout cas, j'ai donc maintenant mes cheveux de plus en plus naturels. Et alors là, au bout de quelques mois, je me replonge dans les questions. Je me dis, mais attends, est-ce que derrière ça, il y a aussi une forme de retour aux racines? Est-ce qu'il y a... Et je me rends compte que non, en fait, il y a juste une question de santé en ce qui me concerne. C'est-à-dire que je ne voyais pas pourquoi j'allais continuer à me mettre sur les cheveux quelque chose que je sais être toxique, pas bon pour moi, et en plus, qui me donne un aspect que je n'aimais pas plus que ça. Il n'y a vraiment aucune raison. Mais je vois bien, je sais pertinemment que le cheveu est politique, que le cheveu noir est politique, et que je ne suis pas perçue de la même manière dans certains milieux, notamment professionnels, selon que j'ai le cheveu lissé ou pas, que j'ai des tresses, ou que j'ai mes cheveux crépus, etc. Je sais très bien que dans ma vie d'avant professionnelle, jamais j'aurais gardé mes cheveux comme ça. Donc, je suis à la fois consciente de tout l'aspect politique qui peut m'être plaqué dessus. Je le vois aussi dans le regard des autres personnes noires que je croise dans la rue, et il y a ce truc, et je dis, mais non, en fait, il n'y a pas de connivence. Toi, je ne sais pas pourquoi tu fais ça, moi, c'est juste parce que j'ai envie d'arrêter de me mettre du produit. Donc, je suis tout à fait consciente de l'aspect politique, et en même temps, je sais qu'à mon échelle, à moi, il n'y avait pas Et donc, voilà, c'est accepter ça. Je revendique ni un aspect militant dans l'état de mes cheveux, ni je me sens obligée de préciser qu'attention, il n'y a pas d'aspect militant, ce que j'aurais fait il y a quelques années, parce que c'était important de montrer patte blanche en fait auprès de l'establishment, et de leur dire non, non, mais attendez, j'ai mes cheveux comme ça, mais c'est pas du tout parce que. Et donc là, je fais le lien avec une question que tu posais plus tôt. Si dans un échange avec quelqu'un, la question survient des cheveux, et ben j'en parle pour ce que c'est. Mais je ne me sens pas obligée de choisir un camp et de montrer quel camp j'ai choisi. Et tu ne cherches pas à en faire un sujet d'étendard particulier, c'est ton authenticité, ta singularité pour la personne que tu es aujourd'hui, pour les raisons qui font que c'est ton choix et que tu ne te poses pas en porte-parole ou en porte-voix particulièrement. Oui, c'est resté à mon échelle individuelle, là, première personne du singulier, avec toutes les contradictions qui vont bien et que je développe quand j'ai le temps. On revient au fait que la complexité a besoin de temps. Donc je préfère ne rien dire si j'ai pas le temps, plutôt que de faire des raccourcis. Eh bien, écoute, je crois que ça, c'est la leçon, et je crois qu'on est toutes les deux partisanes de ça, de ces espaces de temps, de prendre le temps de rencontrer l'autre dans sa singularité. Merci beaucoup, Alexia, pour ton temps. C'est un plaisir, vraiment, d'avoir échangé avec toi. Bravo encore pour ton parcours, pour la singularité et la complexité de ton parcours et de ta personne. Et puis, écoute, longue vie, vraiment longue vie à Joyeux Bazar. Vraiment, allez écouter, c'est un bel ouvrage. Merci, Alexia. Merci beaucoup, Oriane. Merci pour tout. Un grand merci à Alexia pour sa confiance, pour le temps qu'elle m'a accordé afin que nous puissions ensemble déployer les ailes de la nuance, de l'altérité et de la complexité. Alors, que vous a inspiré cette conversation ? Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot peut-être que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation ? Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochaines heures, dans les prochains jours, pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici ? Je vous invite à me partager
Vos retours, par mail ou via mon site ou via les réseaux sociaux, je serais vraiment ravie de découvrir de quelle manière cette conversation a résonné en vous et je serais ravie d'échanger avec vous. Pour en savoir plus sur l'actualité d'Alexia, direction son site alexiasena.com et retrouver les épisodes de Joyeux Bazar qui vient de fêter son premier anniversaire sur joyeuxbazarpodcast.com ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Savourez bien! Si vous en êtes à un moment de votre vie où vous sentez qu'il est temps d'arrêter les contorsions, la suradaptation et qu'il est temps de faire les choses à votre manière et de vous construire une vie qui va comme un gant à la personne que vous êtes aujourd'hui, sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching individuel à distance ou en coaching de groupe en ligne. Si vous êtes intéressé par l'un de mes accompagnements, contactez-moi via le formulaire de mon site afin que nous puissions échanger lors d'une séance initiale offerte et sans engagement afin d'identifier ensemble dans quelle mesure nous pourrions travailler à votre service. Je me réjouis d'avance d'échanger avec vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriansavoureluca.com. Si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi. Vous serez ainsi alerté dès la publication d'un nouvel épisode et vous recevrez la graine de la semaine, une graine sous la forme d'une question, d'une réflexion, d'une intention que je sème au vent par mail chaque lundi et que vous allez pouvoir faire germer ou regarder germer au fil de la semaine. Pour soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace, pour lui donner davantage de visibilité, votre voix compte et peut porter de différentes manières. Le meilleur moyen de le faire, c'est de vous abonner au podcast Avez-vous choisi sur Apple Podcast, d'y laisser votre avis 5 étoiles ou sur votre plateforme d'écoute préférée comme Spotify, Google Podcast, Podchaser ou encore Listen Notes. Vous pouvez également faire connaître Avez-vous choisi à toutes les personnes qui vous sont chères et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Enfin, si vous souhaitez me contacter pour postuler à l'éclairage, me partager vos retours, vos questions, vos avancées, me suggérer de nouveaux invités, pourquoi pas, vous pouvez me contacter via mon site, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?